Bonjour, bienvenue à tous à la Winter Edition de la Product Week. Je m'appelle Mathias, je travaille au Hub BPI France, qui est une structure d'accompagnement des participations de BPI France. Donc, on est aujourd'hui sur le troisième talk de la semaine de la Product Week. Donc, pour rappel, justement, qu'il y a un événement qui est co-organisé avec TIGA et le Hub BPI France. Donc, ravi qu'on puisse poursuivre ces talks sur la partie produit. Aujourd'hui, on va justement parler un petit peu du rapport du produit à la matière réglementaire. Comment justement un head of product va interagir justement avec cette matière réglementaire dans des environnements justement avec le législateur. Comment on priorise justement ça, comment ça s'intègre justement dans des cycles de développement produit. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir les regards croisés complémentaires, je dirais, du leader du teen banking en France et également le challenger dans le domaine du paiement fractionné par rapport à des acteurs qui sont très bien établis. On est ravis justement d'accueillir Lorraine et Julien. Donc je vais présenter très rapidement nos interlocuteurs. C'est là où il faut prendre ses notes parce que vous avez quand même des CV longs comme le bras. Donc Lorraine, tu étais la première employée, puis la product owner, puis product manager au sein de iRaiser, donc solution de fundraising dans le SaaS B2B. Product owner au sein de Lendopolis. Et là, on évolue toujours dans le domaine un petit peu fintech où tu es head of product chez KissKissBankBank. Et donc tu rejoins il y a quelques mois de ça donc Alma dans le domaine du paiement fractionné pour marchands en off et online. Et je pense que d'ailleurs, c'est un aspect sur lequel on reviendra. Julien, j'ai adoré justement ta bio. Après une expérience en Inde, tu enchaînes sur la création d'une start-up dans le domaine du tourisme. C'est un échec, mais c'est souvent de là que commencent de très belles histoires. À la suite de ces aventures, tu rejoins Mon Docteur, très bien connu au tout début de l'aventure. On connaît l'histoire, le rachat par Doctolib. Tu suis notamment les fondateurs Nicolas et Benoît dans leur nouvelle aventure dans le domaine du teen banking, et avec une ambition de réinventer justement la relation à l'argent de poche, la pédagogie justement, un petit peu entre parents et enfants par rapport à ça. J'aurais une première question, parce que évidemment on va revenir un petit peu sur vos ventures respectives, que sont Alma, que sont Pixpay. Quand on travaille chez Alma, le paiement fractionné, c'est pas nouveau. Il y a des acteurs qui sont bien établis, les Cofidis, Léoné. Donc c'était quoi un petit peu le play, la thèse, le constat de départ et surtout en fait avec une vision produit par rapport un petit peu aux solutions existantes du marché, Lorraine? Bonjour à tous, déjà pour commencer. En fait, ce qui s'est passé quand Alma a été créée, il y a eu un constat de départ qui était qu'en fait, il y avait toute une population de marchands qui était très mal adressée, qui étaient en fait tous les petits marchands, notamment tous ceux qui font du e-commerce via des plateformes e-commerce, type Shopify, PrestaShop, etc. Et en fait, il y avait un énorme trou, puisqu'il y a les très gros acteurs réglementaires qui, en fait, sont des machines assez lourdes, assez complexes, et vont chercher plutôt des très grands comptes, et personne dans ce segment assez colossal des petits marchands. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de justement profiter de notre capacité à être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide en étant un tout petit acteur très récent, très nouveau qui en veut, et d'aller chercher toute cette population de petits marchands pas Donc du tout le adressés. mass market, la long tail, et ça aussi bien Exactement. en off et online, et ça justement, Ouais, le offline est un énorme enjeu qu'on n'a pas forcément su bien adresser justement, avec des exactement. expériences qui peuvent être un peu frustrantes en De, de ma- magasin. Ouais. Ouais, exactement. Et surtout de manière utiliser justement cette capacité à être beaucoup plus rapide, plus facile, avec une installation très rapide, qui demande peu de connaissances techniques, qui était quelque chose qui en fait n'existait pas, était quasiment pas adressé auparavant. Très clair. Julien, pour ta part, dès le début, toi, tu rejoins l'aventure Pixpay, comme je le précisais, dans le domaine du teen banking. Il y a un marché dans le domaine du teen banking. J'imagine qu'il y a également une certaine philosophie de la manière dont on cherche à appréhender, un petit peu adresser ce problème et la manière dont on se dit comment ça va se translater en termes de produits. Ce qui est super intéressant, moi je trouve, dans ce sujet de teen banking, c'est qu'on a deux actes, on a parties. On a les parents qui ont un problème et on a les ados qui ont un problème. Les ados, ils n'ont plus envie d'utiliser de cash, ils ont envie d'avoir une carte bancaire, ils ont envie de payer online, ils ont envie de payer sur Amazon, leurs jeux vidéo, etc., etc. Et les parents, ils ont un besoin de sécurité, ils ont un besoin de visibilité, de contrôle sur les dépenses des parents. Et en même temps, ils ont envie d'apprendre à leurs ados à commencer à gérer de l'argent, même assez jeunes. Et tout ça, ça ouvre un champ des possibles en termes de produits qui est assez incroyable. Et avec une valeur ajoutée qui peut être assez rapide et assez forte pour ces deux acteurs-là. Et donc effectivement, il y a plein de choses à faire côté produit sur ce marché-là assez rapidement. Génial. Et également, comme on avait un petit peu intitulé et préparé justement cet échange, on avait parlé d'environnement concurrentiel qui est dense.
On avait parlé également de réglementation. Vous évoluez de toute évidence dans des univers qui peuvent être de paiement, de banking, donc très réglementés avec le législateur. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, est-ce qu'on pourrait revenir justement un petit peu sur déjà un petit peu quel est votre statut, quelle est un peu la chaîne de valeur réglementaire dans laquelle vous évoluez par rapport à ça? Alors bon, nous chez Alma, bon, déjà évidemment on est réglementé, je pense comme une grande partie des acteurs des internets, par la CNIL, par de notre côté, ça peut être LCBFT, le code ACPR, financier. tout ça, ouais. Ouais, donc ça c'est même plutôt carrément code de la consommation Ok. et protection des données. Et en plus, on a une volonté d'être régulé par la CPR. Aujourd'hui, on a profité des 2 premières années d'une exemption qui nous permet de faire des facilités de paiement, donc du paiement en 2, 3, 4 fois, du pay later, paiement différé, sans avoir d'agrément de la CPR. Mais maintenant, on a monté un dossier, on est en train de travailler avec la CPR pour obtenir 2 agréments, un agrément d'établissement de paiement. Le premier objectif, en fait, c'est de rassurer, parce qu'au départ, comme j'ai précisé tout à l'heure, on est surtout allé chercher plutôt de la masse de petits marchands. Et donc, notre proposition d'avoir un produit simple, rapide, clair, fonctionnait très bien. En fait, on a un market fit qui marche super bien, qui a été la découverte assez géniale de 2019. Et du coup, en fait, on a commencé à intéresser des beaucoup plus gros marchands. Quand on va sur des très grands comptes, là, ils ont besoin d'être rassurés et un agrément. En fait, un espèce de stamp obligatoire, de passage obligé, qui permet de justifier qu'on fait du paiement dans les règles. On travaille avec la CPR pour obtenir l'agrément d'établissement de paiement et l'agrément de solution de financement, SF, qui lui va nous permettre de carrément développer notre offre de produits et de commencer à faire du crédit, donc du paiement. Donc l'idée fonctionnellement, c'est d'aller chercher du paiement 10 fois et du paiement 12 fois, qui ça nécessite vraiment d'être régulé et d'avoir cet agrément de société de financement. Parce que justement, en fait, il y a également un effet d'aubaine via ces agréments, c'est-à-dire que tu grandis également avec la réglementation et tu fais Exactement. évoluer. Et puis après, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Comment demain, ça ouvre un nouveau champ des possibles en termes de produits, de Ouais. features, etc. Ouais. Exactement. On n'a pas précisé, peut-être pour que tout le monde comprenne bien, Alma, en fait, c'est un produit au final relativement complexe, qu'il y a la partie très simple à comprendre qui est proposer du paiement en plusieurs fois, donc de la facilité de paiement aux clients finaux de nos marchands. Mais évidemment, pour faire ça, il y a toute une complexité qui est d'aller chercher de la dette, puisque nous, en fait, on avance l'argent aux marchands, aux commerçants, on paye Sorte comptant. de rachat de créances un peu, c'est ça, ouais? Exactement. Donc ça, c'est la partie un peu complexe pour laquelle on a du coup des investisseurs, des partenaires qui eux aussi ont besoin de rassurance sur la solidité de la société. Et donc pour ces 2 raisons, en fait, on a vraiment besoin d'aller chercher maintenant un agrément d'être régulé par la CPR. Julien, vous évoluez dans quel domaine? Distributeur de monnaie électronique, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc je pense que la régulation est un peu plus simple de notre côté. Malgré tout, elle a un impact fort côté produit. Nous, on gère effectivement un compte de monnaie électronique et on travaille avec Trésor pour gérer ce compte de monnaie électronique-là. Trésor, peut-être pour revenir, banking as a service, enfin revenir sur ce core banking Exactement. system rapidement, ouais. Exactement. Mais nous, globalement, cette gestion en compte de monnaie électronique nous permet facilement de créer un compte pour nos utilisateurs très rapidement, en moins de 3 minutes, sans avoir de besoin de donner un certain nombre de pièces justificatives, en tout cas pour la création du compte. On en aura besoin après, lorsqu'on atteint un certain niveau un certain montant dans les comptes. Mais en tout cas, au début, ça nous permet, cette législation-là nous permet de créer des comptes très rapidement pour nos utilisateurs. D'accord. Donc PixPay créé début 2019. Donc quand on monte PixPay, dans, je dirais un petit peu la stack d'outils sur lequel on s'appuie, la priorité c'est de s'appuyer sur un banking as a service, c'est ça, ouais? C'est indispensable. C'est aussi pour ça que ces boîtes-là existent. On peut pas, et elles permettent de se lancer rapidement, très efficacement. On n'aurait pas pu le faire sans ça, évidemment. Toute évidence, ouais. Également, pour rebasculer un petit peu sur vous en interne, rapidement pour nos auditeurs, sur lequel d'ailleurs on aura l'occasion à la suite de Stoke d'avoir 15 minutes de Q&A, donc n'hésitez pas à préparer quelques questions d'approfondissement. Justement sur cet aspect organisationnel, produit, degré de maturité, aujourd'hui l'équipe produit chez Alma, c'est combien de personnes? Même question chez PixPay? Ouais, alors chez Alma, c'est moi pour l'instant. En fait, on a eu la chance d'avoir un fondateur et CEO qui a tenu la casquette
qui était développeur On et parle de produit. Louis, ancien de Exactement. GM de Italie de Stripe, c'est bien ça, ouais? Exactement, ouais, Louis Chatriot, qui a un très fort focus produit. Donc, du coup, en fait, qui a servi le produit, tout le développement, le lancement d'Alma. C'est pour ça qu'on a en fait un produit aujourd'hui qui est C Product Center. Et donc, du coup, en fait, le produit est arrivé relativement tard dans l'aventure Alma, donc dans l'année 2020. Voilà, l'équipe va s'étoffer au fur et à mesure de 2021. D'accord. De notre côté, en fait, on a commencé de la même manière, c'est-à-dire que j'étais tout seul assez longtemps, et là on est 3 aujourd'hui, avec Camille et Alex. Camille sur la partie plus UX, UI, et Alex qui m'accompagne sur la partie produit pur. Voilà. Mais j'ai été seul aussi pendant un certain temps, et là on est 3 maintenant. C'est bien, ça permet de faire ses armes, de comprendre, de mettre les mains dedans. Exactement, et ça a plein de vertus. c'est super important. Ouais, et notamment, même dans la partie régulation, je trouve ça intéressant d'être tout seul au début, parce que justement, effectivement, on est obligé d'aller regarder comment ça marche, de comprendre vraiment comment ça marche, de mettre les choses en place, et ça a une vraie vertu. Ouais. Et puis toi, tu aimes la facilité dans le domaine réglementaire, avant mon docteur, tout ça. Moi, la facilité, c'est ce qui me drive. D'accord. L'enjeu d'une boîte vis-à-vis du réglementaire, c'est une chose, mais également il y a toute cette composante qui peut être de KYC, de conformité, de risque. Et derrière ça, il y a la logique aussi d'interaction que vous avez avec le client final. Aujourd'hui, quand je suis utilisateur, quand je fais du paiement fractionné via Alma, ou même quand je vais me subscribe sur un compte PixPay, c'est quoi l'interaction que je vais avoir avec le réglementaire et le KYC un petit peu dans mon Customer Discovery? À quel moment justement je commence à voir ces briques KYC, risque, conformité, etc. Il y a 2 aspects. En fait, on a presque 2 flows produits chez nous, la partie vraiment onboarding marchand et ensuite la partie paiement du client. Et les deux, évidemment, sont assez liés à des sujets KYC. Sur la partie marchand, en fait, je pense qu'on fait des choses assez proches de PixPay, c'est-à-dire qu'il y a toute une première logique qui est de laisser le marchand découvrir ce que c'est qu'Alma, faire sa première vente. Donc nous, on considère que c'est un peu l'activation, quoi. Et une fois qu'en fait, il a compris le bénéfice, l'utilité d'Alma, là, on commence à aller l'embêter avec des sujets beaucoup plus réglementaires. Et évidemment, du coup, donc ça arrive relativement tôt, mais c'est pas sa première interaction avec Alma, c'est ça qui est important. Et ensuite, du coup, effectivement, l'idée, c'est de connaître notre marchand et vérifier que le business avec lequel il utilise Alma est accepté par nos services risques. Donc, il y a toute une logique de demander des pièces d'identité, des documents justificatifs, plus ou moins lourds en fonction de son type d'entreprise. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour la partie marchand. Ouais, donc tout ça, c'est évidemment onboardé directement dans son dashboard, quoi. Dans l'expérience, dans le flow d'intégration qu'il a. Côté client, c'est pas systématique. Ça dépend en fait des profils de nos clients. Ça dépend de... Les logiques de scoring, de solvabilité de check, c'est ça, ouais? Ouais, exactement. Okay. Il y a une logique de scoring et de solvabilité. Il y a aussi une logique de récurrence. Un client qu'on n'a jamais vu, qu'on considère être un client occasionnel, va pas forcément déclencher en fait les mêmes requirements qu'un client qu'on connaît, qu'on a déjà vu passer, et dont on a besoin d'avoir plus du coup d'informations. Et du coup, ça se fait aussi de la même manière en ligne. Donc nous, on utilise Hubble et ID Check. D'accord. Et vous devez être super fluide, simple et rapide, parce qu'en fait, je vais être redirigé en iframe en fait chez vous. C'est bien ça, ouais? Ouais, exactement. Tout se fait du coup embarqué chez nous dans un flow. L'idée, c'est vraiment que ce soit, que le paiement dure moins de quelques minutes. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a quand même un vrai enjeu de simplicité et je pense qu'il y a aussi, c'est quand même très important quand on parle d'argent, donc de paiement dans notre cas, il y a un vrai enjeu de sérieux et de didactique. Quand on demande la pièce d'identité de quelqu'un, voire même parfois nous, on va jusqu'à demander un accès au compte bancaire pour comprendre la solvabilité. Là, il faut vraiment que le client se sente en confiance, qu'on ait d'abord en fait bien présenté Alma, qu'il sache ce qu'on fait, qu'il sache où il est, et que le flow soit parfaitement bien intégré, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de confiance. D'accord, donc j'entends là que l'enjeu est moins de gagner une milliseconde en termes de scoring, mais surtout d'augmenter cette logique de simplicité, de fluidifier, de pédagogie. Ouais. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est aussi un peu le même enjeu chez PixPay. Et est-ce qu'il y a les logiques, c'est toujours la frayeur côté produit, lorsqu'on subscribe et on demande des pièces, on a peur du taux de drop, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment pédagogie, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez novateur aussi, ouais. Je te rejoins, Lorraine, là-dessus. Pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui arrive pour la première fois, l'avantage qu'on a, c'est qu'il est capable en 3 minutes de créer un compte. C'est-à-dire qu'il a accès, il peut avoir sa carte, il peut avoir son appli, il peut avoir tout ça, il peut commencer à l'utiliser sans avoir jamais donné une pièce d'identité, un justificatif de domicile. On est limité sur le montant qu'il va mettre. Quand il va vouloir dépasser 150 € sur son compte PixPay, et ben là, on va devoir lui faire un KYC. Tout notre enjeu à nous, c'est
également qu'ils comprennent pourquoi ils doivent faire ce KYC-là, cette vérification de profil, et qu'on mette de la valeur derrière cette vérification de profil. On dit, en fait, tu fais ta vérification de profil parce que derrière, tu vas déclencher une utilisation qui est vachement plus cool du produit. Ton ado va faire un truc encore plus cool, demander de l'argent à ses grands-parents, à ses potes, etc., etc. D'accord, donc Et plutôt que la logique un petit peu évidemment coercitive, c'est de dire tu vas débloquer des choses, tu vas débloquer en fait une couverture fonctionnelle et tu vas grandir avec le produit. Exactement, exactement. C'est exactement ça et c'est un vrai enjeu chez nous. Pourquoi ? Parce que on le sait tous, plus un utilisateur utilise nos fonctionnalités, plus il est amené à rester chez nous. Et donc, du coup, c'est le vrai sujet de savoir à quel moment on lui présente, on lui indique qu'il doit se vérifier son profil, et comment on lui amène cette idée-là, qui reste quand même un truc super administratif, donc potentiellement super chiant à faire, mais comment on lui amène d'une manière un peu plus sympa, didactique, en lui montrant ce qu'il peut faire après, etc. etc. Et tout cet enjeu est là. Ok, très- Niveau aussi organisationnel, vous êtes Head of Product dans vos structures respectives. Vous orchestrez énormément de choses ou interagissez justement avec la partie risque, conformité, souscription, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on parle dans vos domaines respectifs de KYC, de risque, de conformité, j'avais le sentiment, enfin, quand on avait partagé un petit peu ensemble en préparation, que de l'externe, en fait, tout ce qui est conformité, check, c'est assez commoditisé. Il y a les outils sur étagère, ça marche. Et l'enjeu serait plutôt en interne, c'est bien ça? Spécifiquement sur le sujet des KYC, oui, c'est très vrai. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs qui font très bien leur métier justement de récupération des documents sur Internet, notamment avec des photos via mobile, etc. Donc effectivement, côté utilisateur, maintenant c'est assez bien balisé. Il faut évidemment l'intégrer correctement, etc. Mais le boulot est plutôt assez facilité. Maintenant, en interne, ça n'existe effectivement pas du tout. Et je pense que de toute façon, il y a une application au métier de chacun qui nécessite quand même d'être assez spécifique à chaque entreprise. Et du coup, il y a un vrai travail de gain en fait, d'efficacité, puisque potentiellement, vérifier l'identité d'un utilisateur, ça peut prendre un temps infini si le produit en fait a pas fait l'exercice pour les utilisateurs internes. Donc chez nous, c'est les risques en l'occurrence, de leur simplifier la vie, de leur donner vraiment un accès à une sorte de console où ils peuvent, en 3 clics, avoir vérifié l'identité de quelqu'un et le faire de manière industrielle le plus rapidement possible, sans rater les informations qui sont vraiment clés. Parce que c'est des sujets qui sont très critiques, évidemment, pour nous, en termes de responsabilité et de risque marchand client. D'accord. Même chose en termes d'enjeux en organisationnel en interne, éviter ce bottleneck, c'est ça, ouais? C'est complètement ça. Et je te rejoins encore une fois complètement là-dessus. Et pour moi, le sujet d'amélioration des outils internes sur cette gestion-là, ça va être un sujet de scale. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui, en fait, effectivement, nous, avec 48 000 abonnés, on est OK pour gérer ces KYC-là. On y arrive. En revanche, si on veut arriver un jour à avoir 500 000, ce qu'on veut faire, utilisateurs, eh bien, ça va être un sujet. Et donc, il va falloir qu'on industrialise en interne ça, qu'on améliore encore les microsecondes de clics que font toutes nos équipes d'opération, etc., etc. Donc, effectivement, le sujet, il est beaucoup en interne et je trouve que c'est un sujet, il faut en parler parce que c'est souvent des sujets oubliés un petit peu. C'est moins sexy que de faire une app, que de faire un site web, etc. Et malgré tout, ça a un impact sur l'efficacité qui est incroyable et aussi sur la satisfaction client derrière. Et donc, effectivement, c'est ça, moi, le sujet qui me... Donc vous savez qu'on a toute une communauté dans le domaine du produit qui nous regarde aujourd'hui. Je pense qu'aussi, l'une de leurs grandes questions, c'est de se dire comment tout ça, ça s'orchestre. Quel est mon rôle, moi, en tant que Head of Product, en termes d'interaction justement avec le risque, la conformité, ou du moins les personnes qui endossent ces casquettes-là. C'est vous qui insufflez, vous héritez de certaines choses. Comment on va désosser, dématérialiser de la matière réglementaire et demain de se dire, est-ce que c'est une feature produit? Est-ce que ça rentre dans une logique un peu classique de backlog produit? Comment ça se passe tout ça en fait? Chez nous, c'est le rôle de la partie product, c'est un rôle un peu de chef d'orchestre. C'est-à-dire de dire effectivement, remettre sur le tapis des sujets réglementaires et de se dire, bon, ok, on s'attaque à ça côté produit. Et donc ça s'intègre comme s'intégrerait n'importe quelle fonctionnalité de notre côté dans une roadmap produit, dans notre backlog, etc., etc. Et on intègre au fur et à mesure de nos sprints des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités qui ont un rapport avec ça. Exemple, là, on est en train d'intégrer Hubble, donc pour la vérification de profil chez nous. Et ben, c'est un sujet produit. On se le met dans notre roadmap, on l'intègre, on le teste, etc. Et évidemment, tous ces sujets-là sont faits en parallèle, en équipe, avec nous, chez nous, l'équipe opération,
qui s'occupe de ça et qui est le premier impacté par évidemment ce sujet-là. Ouais, chez nous, c'est très proche aussi. Je pense qu'il y a deux types de sujets. Il y a des sujets qui sont, comme on s'en était parlé, presque devenus un peu classiques dans le monde du produit, type les KYC. Et en fait, ça, c'est devenu des sujets 100% produits qui sont en fait directement leadés par le produit, que ce soit dans la discovery et après, évidemment, dans tout le reste du flow de développement produit. Et évidemment, des allers-retours qui sont faits avec les métiers concernés, que ce soit les risques ou la compliance. Mais ça reste vraiment l'idée par le produit. En revanche, il y a toute une partie, je pense notamment à tous les sujets qui sont plus liés à la CPR et à nos agréments. Là, par exemple, on travaille beaucoup en ce moment du coup sur la préparation du paiement 10 fois, 12 fois, qui est quasiment en fait un nouveau produit chez nous, mais qui en revanche est vraiment très ancré dans des sujets réglementaires. Donc chez Alma, on a des BizOps, des Business Operations, qui sont en fait un peu responsables de tous les sujets. Nous, on appelle ça les sujets labs, c'est-à-dire vraiment défricher des nouveaux pans du métier, quoi, et qui du coup touchent en fait un peu tous les pôles de l'entreprise. Donc ils font un boulot qui est assez génial pour nous en amont de défricher, de comprendre qu'est-ce que dit la loi, qu'est-ce qui est obligatoire pour les risques, la compliance, qu'est-ce qui va être nécessaire pour les sales, etc. Enfin, vraiment, il met tout le monde autour de la table. Et nous, du coup, on récupère un produit qui est déjà un peu façonné. Et ensuite, du coup, on ajoute une vraie du coup, valeur ajoutée produit qui est maintenant qu'on a défini quelle va être cette nouvelle offre, ce Labs, comment est-ce qu'on le transforme et comment est-ce que du coup ça s'intègre dans la roadmap produit. Et là, du coup, se lance vraiment le flow assez classique de discovery, d'aller-retour en interne, en externe, de tests, etc. Mais sur des sujets vraiment très labs et inconnus, c'est, je pense, très nécessaire que ce soit partagé par vraiment tous les pôles de la boîte pour que d'abord ce soit compris, que ce soit développé dans le bon sens. C'est quand même un enjeu très fort, je pense, on est tous assez d'accord, tous les gens qui font du produit, qu'il vaut mieux étudier 1 heure de plus le problème avant plutôt que de développer 10 heures de plus parce qu'on n'est pas allé au bon endroit. Donc avoir quelqu'un en amont qui défriche et dans la mesure du possible, si c'est pas du produit, nous on gagne un temps fou. Et ça fait qu'en fait on est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace quand ensuite arrive vraiment le métier de produit, quoi. D'accord. Et on reste dans des logiques de sprint classiques. Ouais. Chez nous, en tout cas, oui, Ouais, ça s'intègre très bien. Chez nous aussi, parfaitement, sprint de 2 semaines là-dessus. De manière assez biaisée, souvent, lorsqu'on parle de risque, de conformité, de réglementation, on voit soit la logique un petit peu d'obéir à tout ça, mais également ça peut être un super effet d'opportunité, de leverager justement sur cette partie KYC, risque conformité. Chez PixPay, on l'a dit un petit peu, c'est dans la découverte, débloquer justement la couverture fonctionnelle du produit. C'est là où vous cherchez à emmener en fait vos différents personas, vos différents utilisateurs. C'est exactement ça. Nous, on est convaincus, et moi je suis convaincu que évidemment un utilisateur qui a accès à toutes les fonctionnalités, et notamment les ados, eh bien il va rester plus longtemps chez nous, évidemment. Et donc effectivement notre sujet c'est ça, c'est d'aller faire comprendre à l'utilisateur que une carte PixPay c'est pas simplement une carte avec laquelle il va pouvoir aller payer chez ses marchands préférés en ligne ou en point of sale. Il va aussi pouvoir apprendre à gérer de l'argent, il va pouvoir aussi faire ça, se faire rembourser de l'argent, etc. Tout un tas de choses. Et donc effectivement, le sujet réglementaire là-dessus, il est pédagogique encore une fois. C'est de nous, on doit apprendre à nos utilisateurs pourquoi ils doivent faire ce petit effort administratif qui va leur permettre de passer à une étape dans la partie produit. Et donc de leur montrer derrière ça l'effet d'opportunité en termes de couverture fonctionnelle, d'usage fonctionnel. Exactement. Et nous, globalement, le parti pris qu'on a dans l'app, c'est de laisser les fonctionnalités visibles et d'indiquer qu'elles sont bloquées sous condition de vérification de profil. Et donc ce fonctionnement-là, qu'on est encore en train d'améliorer, il augmente le taux de KYC. Et c'est assez intéressant. Et du coup, l'autre sujet qu'on a là-dessus, côté produit, c'est d'indiquer au bon moment à l'utilisateur, et notamment aux parents, qu'il doit faire sa vérification de profil. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent dans des sujets d'urgence quand on veut utiliser une fonctionnalité. Et donc là, l'idée, c'est de dire, prends le temps, à un moment où tu as le temps justement de faire ce KYC, de le faire, et ensuite tu seras libre de le faire. Et ça, c'est un vrai sujet chez nous, de ne pas mettre nos utilisateurs devant le fait accompli et devant une urgence. C'est pour ça qu'on leur laisse la visibilité sur ces fonctionnalités et le temps de le faire. Et donc évidemment avec un enjeu, mais ça j'imagine c'est au sein de toute l'organisation de PixPay, de faire converger justement en termes de pyramide ces personas. Complètement. L'objectif, c'est pour nous, au final, un utilisateur dont on sait qu'il va rester chez nous et qui est un vrai utilisateur, c'est un utilisateur dont le profil est vérifié. Le statut non vérifié, c'est un statut de passage. En tout cas, on veut que ce soit un statut de passage vers cette vérification-là. Davantage d'être un petit peu dans une logique progressive de balise au niveau produit. D'ailleurs, on voit cette tendance chez nos utilisateurs. Il y a pas vraiment de frein côté utilisateur à faire ce KYC-là.
C'est juste un peu embêtant côté administratif, mais les utilisateurs ont envie de le faire. Donc ils ont déjà quand même compris cet intérêt-là. On en a parlé brièvement, Lorraine, en intro, justement, cette partie agrément. Donc maintenant, Alma évolue depuis maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises, c'est ça, à peu près, ouais. Au tout début, on est sur une réglementation, tu me corriges si je dis des bêtises, sur laquelle on peut faire du paiement différé 90 jours. Et après, dans la logique, j'imagine, de développement de la boîte, mais ça, c'est de se dire, bah voilà, on a des clients, on a des utilisateurs, on a fait un petit peu la preuve du concept, c'est de se dire, à terme, de devenir établissement de crédit. Ce sujet-là, ça se prend comment, quelles sont un petit peu les différentes priorités? Parce que tout le monde se dit, oui, je vais devenir établissement de crédit, comme ça, je pourrais faire du paiement fractionné 7, 8, 9, 10 fois, étalé sur plusieurs mois. Le sujet est tout sauf anodin. Comment on step un petit peu, on séquence ces logiques-là, ouais. Aller chercher un agrément, c'est des mois, voire des années de travail. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, quasiment dès le lancement de la boîte, était déjà dans les têtes de tout le monde. Maintenant, on a eu la chance enfin, je reprends, c'est pas une chance. Je pense qu'on a décidé de d'abord trouver le market fit. Et ensuite, une fois qu'on a eu vraiment une proof of concept, que ça marchait bien et qu'il y avait de l'appétence, du coup, très, très, très rapidement, l'idée a été d'aller chercher l'agrément pour pouvoir s'asseoir et vraiment jouer dans la cour des grands. Maintenant, c'est des temps qui sont assez longs. Nous, pour une start-up qui a 2 ans, voilà, c'est 1 an de travail. Et ça prend, je pense, du temps dans vraiment tous les pôles de l'entreprise. C'est comme une évidence, quoi. C'est quelque chose qui est décidé relativement tôt et qui se construit et qui est assez lourd. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a eu cette espèce de répit de quelques temps où on a pu commencer à exercer notre activité sans agrément. Il faut quand même avoir en tête qu'être régulé, ça coûte très cher. Que ce soit en fait en temps, parce que ça rajoute un peu du temps de développement partout, de la complexité dans le produit, ça rajoute des équipes en interne pour gérer en fait tout ce surplus d'obligations, en fait, de contraintes, hein. Et donc ça coûte très cher. Donc c'est en fait ça a été comme un espèce de tampon pour nous, pouvoir avoir un peu de temps pour jouer, pour tester le marché, pour comprendre qu'il y avait vraiment de l'appétence et il y avait vraiment un appel d'air avant de devoir mettre en place vraiment toutes ces structures très lourdes de support en fait de la régulation, quoi. Et demain, l'évolution possible de ce produit avec des nouvelles possibilités induites, Ouais. est-ce que ça permettra d'aller up-market, d'aller voir des plus gros marchands, ou plutôt Ouais. de se dire, non, nous, c'est long tail, c'est mass market, c'est justement ça, en termes d'approche produit, que ne savent pas adresser les acteurs un peu plus établis, legacy? En fait, je pense que ça sert des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai enjeu de réassurance, de sérieux, qui va en fait avec le fait d'être un établissement de paiement, d'être régulé, d'avoir un agrément qui devient nécessaire assez rapidement, et notamment aussi pour donc, nos investisseurs dettes, hein, qui sont vraiment nécessaires dans le développement de la croissance d'Alma. Ça sert en fait de deux côtés. Ça va servir la réassurance qui, elle, sert en fait majoritairement les gros marchands, mais évidemment en fait l'intégralité des marchands qu'on adresse, hein. Et en fait, ça nous permet aussi d'entrer de manière différente chez certains marchands. Effectivement, chez des marchands qui sont là installés depuis longtemps, qui parfois du coup utilisent les concurrents. On va avoir besoin d'aller proposer d'autres offres que nos concurrents ne proposent pas forcément pour en fait rentrer chez eux et ensuite prouver bonne foi et efficacité et ensuite du coup continuer à élargir l'offre de produits avec lesquels Ouais, d'autant plus, en fait, quand je vois justement certaines interventions de votre CEO, très clairement, il clame: je ne suis pas un PSP, je suis un outil marketing qui permet d'augmenter le panier, qui permet d'augmenter justement la conversion. Et la manière que ça prend en termes de produits, c'est en effet d'avoir quelque chose qui redonne un peu le pouvoir au consommateur, de se dire, voilà, tu veux du paiement fractionné avec une vraie latitude. C'est ça le mantra qui dicte un petit peu Alma? Ouais, en fait, c'est amusant. Enfin, ça rejoint très bien le sujet du talk, du réglementaire. On considère, nous en interne, on dit qu'on est une retail tech. Bon, c'est un peu un gimmick, mais c'est aussi une manière de dire que notre objectif vraiment, c'est de servir le e-commerce et de servir le retail et d'être effectivement un outil au service de la conversion. Et en fait, tout le reste n'est qu'un moyen pour y arriver. Alors certes, évidemment, c'est un moyen qui nécessite des gens, etc., et des investissements, mais être une fintech, c'est pas notre fin en soi. Être une legal tech et avoir un service juridique compliance qui fait son taf, en fait tout ça n'est que le support du fait qu'on fait du retail et qu'on est au service des retailers.
Je vais prendre la perche. Donc tu es une EdTech, hein, tu es dans l'éducation. Peut être une EdTech également, effectivement, mais je te rejoins là-dessus. Effectivement, la réglementation, en tout cas toutes les potentielles barrières, ce qu'on voit comme des barrières réglementaires, en réalité, c'est là où les fintech, les EdTech, tout ce qu'on veut, ont un truc à apporter, c'est-à-dire comment je simplifie l'expérience utilisateur malgré ces réglementations. Et en fait, ce dont on parlait aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'en étudiant bien ces réglementations, ces comportements, eh bien, on peut faire des produits qui sont malgré tout ultra simples, très simples d'utilisation, très simples pour s'inscrire, etc., etc. Et donc je pense que là où les boîtes comme Alma, Pixpay, etc. Apportent quelque chose, c'est dans la réflexion produit qu'elles ont eue vis-à-vis de ces réglementations-là. Elles ne les ont pas subies, mais elles les ont comprises et Épouser d'une autre manière différente, Exactement. démystifier d'une manière différente. Je pense que c'est ça qui définit presque une fintech ou les legal tech, enfin tout ce qu'on veut, tous ces mots-là qu'on découvre aujourd'hui. C'est comment en fait je prends quelque chose qui ne marche pas, et donc là c'est des barrières réglementaires, c'est tout un tas de choses, et comment je le transforme en une expérience produit, une expérience utilisateur qui est agréable et simple. Tu rejoins ce point-là, Lorraine, ouais? Ouais, je rejoins complètement. Je pense que notre force par rapport aux acteurs un peu institutionnels, enfin aux concurrents, il y a deux choses, je pense. D'abord, il y a le fait qu'on est des enfants du web, et c'est pas, et en fait, on a du coup, c'est des boîtes qui ont été pensées pour être des boîtes internet, avec des fondateurs qui pensent internet avant de penser légal ou finance. Et c'est je pense, un premier biais de réflexion qui change complètement l'expérience, évidemment, et le poids dans la manière dont on construit un produit. Et il y a une deuxième chose aussi, nous on est face à des acteurs qui en fait viennent du monde du crédit, ont un peu dupliqué leurs produits crédit sur de la facilité de paiement. Et donc du coup, ils ont malheureusement en fait emmené avec eux toutes les lourdeurs administratives et légales qui va avec le crédit. Et du coup, ils ont un peu raté la substantifiquement la simplicité que ça peut être d'être une facilité qui est en fait simplement payer sur Internet, certes en 3 fois, mais payer. Et pas signer un contrat, ouvrir un crédit, etc. Une petite dernière question, et également pour explorer justement complètement un petit peu ce sujet-là. On précisait aussi que évoluer dans ce domaine, c'est également avec une stack d'outils. Donc s'appuyer justement sur des outils. Comment on organise ça justement, par exemple quand on s'appuie sur un banking system, de se dire bah voilà, va devoir interagir, on va demander des features, des évolutions. Comment tout ça, ça impacte en interne? Ça a un vrai impact de travailler effectivement avec des tiers là-dessus. Le premier impact, c'est que on dépend d'une techno qui n'est pas celle que nous on a développée. Donc parfois, il y a des choses qui marchent moins bien, qui marchent moins vite, ou au contraire qui marchent bien, mais en tout cas, on n'a pas la main entièrement, techniquement, sur ces tiers-là. Tu n'es plus maître de ta vélocité, c'est ça? Tu n'es Ouais. plus complètement maître de ta vélocité. Malgré tout, il y a de la communication qui se fait avec ces tiers-là, donc c'est du travail, c'est du suivi, etc. Mais en tout cas, la relation est différente. C'est-à-dire qu'on est dépendant de ce Donc il tiers-là, faut mettre en place évidemment. l'orga et surtout anticiper ce type de sujet dès lors qu'on a Exactement. ces tiers qui sont quand même des composantes méga essentielles dans votre produit. Ouais. C'est effectivement primordial, et surtout ça a un vrai impact côté utilisateur, encore une fois. C'est-à-dire que si quelque chose ne marche pas sur la partie qui n'est pas dépendante de Pixpay en l'occurrence, on a un petit peu du mal, et en tout cas à faire comprendre à l'utilisateur que désolé, c'est pas notre faute. Et en tout cas, personne ne peut entendre ça en tant qu'utilisateur. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place, d'organisation, de suivi, effectivement, et d'aller pousser une roadmap qui n'est pas la nôtre pour que ça avance de ce côté-là aussi. Je tenais à vous remercier. Merci beaucoup Lorraine, merci beaucoup Julien. Merci un à petit toi. peu Merci, Mathias. de vos regards croisés sur lesquels on a essayé d'explorer un petit peu toutes ces différentes dimensions. Et on va se retrouver aussi justement à la suite de ce talk, donc sur lequel on a 15 minutes de Q&A sur Livestorm, et sur lequel Lorraine, Julien sont à vos dispositions justement pour compléter, appuyer certains propos. Encore merci à vous deux. Merci Mathias.